Voilà, le point presse donc de cette semaine. Donc on a un point sur la situation épidémiologique, la situation vaccinale et évidemment aussi le passage en code jaune. Donc voilà, donc situation épidémiologique, donc on est donc toujours en bonne tendance, hein, donc l'incidence est aujourd'hui à 476 cas positifs par 100 000 habitants sur 14 jours, qui est encore une diminution de plus ou moins 25 vis-à-vis de la semaine passée. Donc le nombre de cas positifs, je veux dire, sur les derniers 7 jours. Donc et on est la province avec le taux d'incidence le plus faible de la Belgique toujours. On teste encore relativement beaucoup, donc on a plus ou moins encore 4 000 tests par jour. C'est en diminution. Mais donc relativement vis-à-vis des autres provinces, c'est très élevé encore et le taux de positivité continue aussi à baisser et se trouve maintenant en dessous de 12 qui est aussi le taux le plus faible de la Belgique. Comme la diminution du nombre de cas va un peu moins vite, on voit que la valeur R commence à augmenter un tout petit peu. On est maintenant à 0,91. Donc la semaine passée, c'était encore 0,7 dans le genre. Et donc, mais c'est logique comme la diminution est un peu plus lente pour le moment. Euh, mais reste encore toujours bien en dessous de 1. Donc, je pense que c'est bien. Et alors, au niveau des hospitalisations, soins intensifs et décès, on voit que tous les indicateurs sont en baisse, avec aussi donc les niveaux dans les hôpitaux qui sont maintenant passés vraiment presque tout en niveau 1A, encore 2 hôpitaux en 1B, mais donc une situation qui est vraiment positive et qui se stabilise. Dus op niveau van de epidemiologische situatie zien we dus dat onze incidentie verder aan het zakken is. We zitten nu op 476 positieve gevallen per 100.000 inwoners over de laatste 14 dagen. Wat dus een verdere daling is met ongeveer 25% van het aantal positieve gevallen van de laatste week ten opzichte van de week ervoor. Het aantal testen neemt ook af. We zitten nu nog gemiddeld aan 4000 testen per dag met een positiviteitsratio van 11,8%, dat ook blijft zakken. En deze indicatoren, zowel de incidentie als het aantal testen als de positiviteitsratio, liggen voor Brussel een stuk lager dan voor de andere provincies van België. Doordat er dus een vertraging is van de daling van het aantal infecties, zien we wel dat de R-waarde aan het stijgen is. Die was vorige week nog 0,7, die stond terug aan 0,9, maar blijft onder 1. Dus wat dit wil betekenen, is dat het virus zich niet verder aan het verspreiden is. Dus dat het nog altijd onder 1 blijft, is positief. Ook op het niveau van de andere indicatoren, dus ziekenhuisopnames, intensieve zorgen en sterfgevallen, zien we dus dat de cijfers blijven zakken. Ook op het niveau van dus de niveaus die worden ingesteld voor de ziekenhuizen, zitten we nog met 2 ziekenhuizen op 1B, de rest op 1A. Wat dus betekent dus dat de situatie meer en meer onder controle is. Als we dan kijken naar de vaccinatiesituatie, zien we eigenlijk een zeer kleine verandering ten opzichte van de vorige week en de voorbije 2 weken zelfs. Waarbij dus eigenlijk het aantal vaccins verder afneemt. Waarbij we nu nog aan een iets minder dan 1000 eerste doses zitten per week. En in totaal vorige week niet boven de 10.000 zijn geraakt. Dus we zien daar ook dat dus de indicatoren en natuurlijk ook de epidemiologische situatie daar speelt. Natuurlijk ervoor zorgen dat ook de vraag naar vaccinatie afneemt en dus dat we eigenlijk ook zien dat daar ook de aantallen verder aan het zakken zijn. Au niveau de la situation vaccinale, on voit que les chiffres n'ont pas beaucoup bougé les dernières 2 semaines et donc c'est aussi suite à l'évolution épidémiologique et le passage en code jaune qu'on voit de plus en plus qu'il y a de moins en moins de demandes pour la vaccination et on a encore fait un peu moins de 1000 premières doses la semaine passée et en totalité un peu moins que 10 000 doses sur l'ensemble des doses à donner la semaine passée. Alors, au niveau de premier vaccin, donc on a quand même commencé la campagne avec Novavax la semaine passée.
Donc, pour rappel, hein, donc, c'est un nouveau vaccin qui est sur le marché avec une technologie qui est basée sur les protéines, qui est donc une ancienne technologie, contrairement aux vaccins, de Pfizer et Moderna, qui sont une nouvelle technologie qui est basée sur le mRNA et donc qui pourrait donc convaincre certaines personnes qui ont un peu peur, de la nouvelle technologie pour justement encore se faire vacciner. Il y a en premier lieu donc toutes les personnes qui sont allergiques aux, composants du vaccin mRNA qui sont invités par des centres spécialisés, hein, donc c'est les 2 premières priorités, les personnes allergiques et les personnes qui ont eu des effets secondaires graves à la première dose qui sont invitées via cette voie-là. Et par la suite, donc nous, on focalise surtout donc sur, les personnes à risque et donc le personnel de soins qui est en contact avec des personnes à risque et qui ont reçu une lettre, d'information, d'invitation via leur fédération. Et deuxièmement, donc tous les Bruxellois de 18+ sont les bienvenus pour avoir encore une première vaccination avec le vaccin de Novavax, mais aussi on a focalisé sur les personnes à risque, c'est-à-dire les 50+ qui ont encore reçu une lettre d'invitation dans leur boîte à lettres fin de la semaine passée et début de cette semaine-ci. Et donc, avec ce vaccin, on pense que c'est toujours très important de continuer à mener cette campagne. Comme la primo-vaccination reste le vaccin le plus important pour être protégé contre les effets graves, hein, de la maladie. Donc c'est quand même important, même si on a été, infecté et tout, de se faire vacciner, certainement en primo-vaccination. Évidemment encore mieux avec le booster, mais certainement en primo-vaccination. Et également donc pour éviter qu'il y a de nouveaux variants qui peuvent se développer dans les mois à venir, la vaccination aussi va protéger. Donc même si on pense que, le covid c'est fini et tout, il reste quand même encore important que les personnes qui n'ont pas encore été vaccinées, en primo-vaccination surtout, se font encore vacciner maintenant dans les semaines, à venir. Aujourd'hui, donc, on a plus ou moins fait, non 89, vaccins jusqu'à hier matin, en fait, et il y avait, hier matin, 150 rendez-vous pris. On espère quand même qu'avec les lettres qui, sont tombées dans les boîtes maintenant, qu'il y a encore plusieurs personnes qui vont encore prendre rendez-vous dans les jours et les semaines à venir, même si on sait que avec justement le passage en code jaune, que le nombre la demande pour la vaccination va sans doute encore diminuer. Donc il y a pour le moment donc avec Novavax 2 doses qui sont administrées, donc première dose et après 3 semaines, la deuxième dose qui est administrée. Pour, le booster, donc l'EMA doit encore approuver, Novavax comme booster, mais donc on a encore quelques mois devant nous avant, afin de clarifier la situation. Et donc, la Novavax est disponible dans 4 centres de vaccination avec et sans rendez-vous. Donc à Molenbeek et Pacheco, c'est tous les jours. À Anderlecht et Forêt, c'est des jours spécifiques. Et donc, on peut aller sur place donc en consultant les heures d'ouverture sur coronavirus.brussels ou bien de prendre rendez-vous sur Bruvax ou en appelant le call center. Dus we zijn nog vorige week gestart dus met de campagne van Novavax. Hè, dus dat een nieuw vaccin is dat op de markt is gekomen, dat gebaseerd is op eigenlijk een oudere technologie, die gebaseerd is op de proteïnetechnologie, zoals ook het vaccin voor onder andere kinkhoest en hepatitis B. Dat vaccin dus is eigenlijk een extra optie voor mensen die zich nog niet hadden laten vaccineren. In de allereerste plaats dus voor mensen die allergisch zijn aan bepaalde deeltjes die in de mRNA-vaccins zitten van Pfizer en Moderna. En die dus door gespecialiseerde centra zullen uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren. Mensen waarvan we weten die allergisch zijn. En in de tweede plaats ook mensen die een heel sterke allergische reactie hebben gehad op een eerste dosis, kunnen op die manier dus terecht. Daarnaast vinden we het nog heel belangrijk om toch nog te blijven inzetten op primo-vaccinatie en vooral voor de kwetsbare bevolking. En vandaar dus ook dat we een brief hebben gestuurd naar alle zorgfederaties die aan hun zorgpersoneel dus een informatie- en uitnodigingbrief hebben gestuurd om te kijken dus dat het vaccin ter beschikking is voor het zorgpersoneel dat in contact is met die fragiele populatie. En daarnaast ook kunnen we alle 18-plussers die nog niet gevaccineerd zijn terecht voor een primo-vaccinatie, maar hebben we een uitnodigingsbrief gestuurd naar alle 50-plussers die nog niet gevaccineerd zijn geweest. Om op die manier toch nog altijd die mensen uit te nodigen om zich te laten vaccineren. Waarom is die primo-vaccinatie zo belangrijk? En we kunnen zeggen, oké, het virus circuleert minder, we zijn uit de crisis aan het geraken en zo verder. Dat is absoluut juist. Anderzijds blijft het virus wel circuleren en is het toch nog altijd belangrijk om zich te laten vaccineren. De primo-vaccinatie beschermt nog altijd het beste tegen
zware vormen van de ziekte en dus zeker ook tegen hospitalisaties. En anderzijds gaan ook, hoe meer gevaccineerde personen dat we hebben, hoe meer groepsimmuniteit dat we krijgen en dus hoe minder kans ook dat een nieuwe variant zich kan ontwikkelen. Dus vandaar toch nog altijd die zware uitnodiging naar de bevolking toe om nog verder te gaan met de primovaccinatie. We hebben tot nu toe, dus sinds de opstart, een 89-tal personen kunnen vaccineren met Novavax. Er zijn tot nu toe, tot gisterenmorgen, nog 150 extra afspraken gemaakt. Maar we gaan ervan uit en we hopen dus dat door de brieven die sinds eind vorige week in de brievenbussen vallen, dat er toch nog wel wat extra afspraken zullen gemaakt worden. Dus het vaccin is beschikbaar in 4 vaccinatiecentra. In Pacheco en Molenbeek alle dagen van de week. In Anderlecht en Vorst enkele dagen van de week. En dus men kan daar binnen gaan zonder afspraak, als men de uren kan raadplegen op coronavirus.brussels. Of men kan ook afspraken maken via het platform van Bruvax of het callcenter te bellen. En dus er is een tweede dosis die voorzien is 3 weken na de eerste dosis. Voor de booster wachten we nog eventjes op de goedkeuring van het EMA hier rond, maar dat zal zeker niet uitblijven. Donc également, depuis les CIM de vendredi passé, les jeunes entre 12 et 17 ans sont les bienvenus dans le point de vaccination pour une dose de booster. Et donc le vaccin de Pfizer a été approuvé, donc, et de Moderna, pardon, a été approuvé également pour le booster pour les 12 à 17 ans. Donc ces personnes-là sont les bienvenues dans les points de vaccination depuis hier. Donc sans invitation, donc on ne va pas faire une campagne proactive envers de cette population, mais les jeunes qui le souhaitent peuvent recevoir leur booster dans un des points de vaccination. Donc les 16 et 17 ans peuvent venir sans aucune contrainte. Pour les 12 jusqu'à 15 ans, on demande donc une lettre signée par un des parents, donc un consentement parental pour justement administrer la dose de booster. Dus sinds vorige week vrijdag ook heeft de SIM, het IMC, de booster goedgekeurd voor alle 12 tot 17-jarigen. Dus dat betekent dat sinds gisteren alle 12 tot 17-jarigen ook welkom zijn voor een boosterdosis in een van onze vaccinatiepunten. Voor de 12 tot 15-jarigen is dat samen met een ondertekening van de ouders, dus die dan hun consent geven. En voor de 16, 17-jarigen, die kinderen kunnen zonder enige contrainte naar een van de vaccinatiepunten komen om zich te laten vaccineren met een booster. We gaan er geen actieve campagne rond voeren. Het is echt op basis van de vraag van de kinderen dat zij die boosterdosis kunnen krijgen. Als er echt zware wetenschappelijke gegevens zijn dat het zeer nodig is dat die een booster krijgen, zullen we niet aarzelen om daar ook een extra campagne rond te lanceren. Après, donc, on a tous entendu qu'on est passé en code jaune depuis hier au niveau du baromètre Corona. Et donc, comme j'ai expliqué il y a 2 semaines, on est en train d'ajuster nos dispositifs en fonction de ça. Dus sinds gisteren zitten we in de gele code op niveau van de barometer. En zijn we ook verder bezig dus om onze verschillende dispositief daaraan aan te passen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le code jaune, voilà, on voit, on est en train de sortir de la crise et on peut regagner un peu notre vie normale. Il y a juste encore besoin d'un masque obligatoire dans le secteur des soins et les transports en commun pour les enfants de 12 et plus. À partir de vendredi prochain, on n'a plus besoin d'un PLF au sein de l'Europe, donc on doit encore remplir le PLF pour les tiers pays et s'il y aurait des pays avec un variant of concern, mais qui n'en a pas aujourd'hui. Et on a aussi plus besoin du COVID safety ticket, donc le CST a disparu depuis hier. Dus sinds gisteren zijn we overgestapt naar toch wel een heel stukje meer vrijheid opnieuw. Dus waarbij we veel lachende gezichten zien en hopelijk nog lang mogen zien, ondanks de spanningen rond Oekraïne natuurlijk. Waarbij we dus eigenlijk het masker alleen nog maar moeten dragen, dus 12-jarigen en ouder, in het openbaar vervoer en binnen de zorginstellingen, waarbij het CST dus sinds gisteren ook is afgeschaft en waarbij we vanaf vrijdag enkel nog een PLF gaan moeten invullen voor derde landen of landen waarbij een variant of concern circuleert. Maar die lijst is op dit moment nog leeg.
En dus daarnaast gaat ook morgen op het IMC dus ook een aanpassing worden normaal gezien goedgekeurd rond alles wat test and trace daar rond is, wat ook al aangekondigd is geweest door minister Van den Broeke dit weekend. Et donc aussi demain au niveau du CIM, normalement on va approuver donc les nouvelles règles de test and trace et quarantaine suite au passage également d'une situation épidémiologique qui est beaucoup plus favorable. Ce qui veut dire que on est vraiment en train de passer donc de la gestion des crises vers une gestion des risques. Où on continue donc à focaliser vraiment sur les populations vulnérables, surtout au niveau des vaccinations, comme j'expliquais tantôt, et également donc le suivi des foyers va surtout se faire donc également au sein des populations vulnérables surtout, et où on se focalise justement pour réduire tous nos dispositifs, toute notre capacité, aussi bien au niveau de centres d'appel, le call center, qu'au niveau des agents de terrain, qu'au niveau des centres de tests et au niveau des centres de vaccination pour vers vraiment une capacité minimale, mais toujours en tête que dans les mois à venir, il y aurait possibilité que, par exemple, que le vaccin ne va plus bien fonctionner et qu'il faut quand même refaire une campagne de vaccination, ou bien qu'il y a une résurgence d'un variant qui est quand même agressif et qu'on doit devoir être capable donc de faire un upscale de nouveau de nos capacités de test and trace. Donc tous ces scénarios sont en développement. On a déjà énormément réduit toutes les capacités dans le call center où on est passé de 611 agents vers entre-temps 300. Les agents de terrain où on a aussi déjà passé de 56 à 30 agents, ou dans les centres de vaccination et les centres de tests, on a déjà fortement diminué les lignes qui sont ouvertes, donc les personnes qui travaillent là-bas, le nombre de jours qui sont ouverts et les heures d'ouverture. Et où pour début de la semaine prochaine, on finalise tous les plans en fait pour ce qu'on va les garder encore fin mars, fin avril et par la suite alors les mois à venir, tout ce qu'on va garder. Donc ça veut dire en gros qu'on va garder quand même encore quelques centres qui vont fonctionner comme centres de test et centres de vaccination en même temps, à un volume qui est très 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 bas et avec une capacité pour réaugmenter les capacités très fortement et très rapidement quand c'est nécessaire, où on va aussi avoir des dispositifs vraiment en veille, ou quelques centres où on peut réouvrir quand le besoin est là, où on peut réouvrir la capacité en cas de besoin également. Et à côté de ça, on va s'appuyer de plus en plus vers les acteurs de la première ligne pour justement être sûr qu'on peut assurer une capacité suffisante pour aussi bien le testing et la vaccination. Et donc là, on parle notamment des pharmacies, des maisons médicales et des médecins qui vont continuer à faire le testing, de faire de plus en plus aussi la vaccination pour justement avoir une capacité de base avec lesquelles quand même on peut encore toujours accueillir les personnes qui ont besoin d'un vaccin ou également d'un test. Et donc, on en profite également. Donc, on a vu pendant la crise que justement, tous les dispositifs qu'on a mis en place au niveau de la proximité, que c'est vraiment des choses qui fonctionnent bien, que avec les dispositifs, avec les RAC, les relais actions locales, avec les différents petits points de vaccination qu'on a connus, avec les pharmacies, les médecins, etc., qui jouent un rôle très très important au niveau de la confiance envers des personnes et qui donnent donc justement un accès plus facile à la santé. Il y a plusieurs réflexions qui sont en cours pour justement pérenniser ces dispositifs et les pérenniser maintenant pour le Covid et par la suite pour d'autres domaines de la santé publique. Donc, c'est toutes les choses qui sont en cours et donc parce que je sais qu'il y a des journalistes qui ont déjà demandé tous les détails, on est en train encore de finaliser tous les accords donc avec tous les différents partenaires, avec notre call center, avec le centre de test, le centre vaccin et tout. Donc, raison pour laquelle on ne veut pas encore donner tous les détails aujourd'hui. Mais donc, pendant le prochain point presse, donc ce sera dans 2 semaines, le 22, on va vraiment vous détailler le tout
voilà, qu'on puisse aussi en communiquer ensemble. Donc pour le moment, on reste encore dans les grandes lignes que je viens de vous expliquer et donc ils vont encore être finalisés dans les jours à venir. Zoals ik 2 weken geleden ook heb gezegd, zijn we ondertussen ook heel sterk bezig om onze bestaande capaciteit aan te passen aan die evolutie dus van een crisisbeheer naar meer een risicobeheer. We blijven dus zeer sterk inzetten op het beschermen van onze kwetsbare bevolking. Waarbij we dus blijven focussen op de personen in de woonzorgcentra, op de 65, 55-plussers en ook op mensen dus die in precaire zones wonen. En waarbij we dus blijven inzetten dus op, zoals ik net heb uitgelegd, op primo-vaccinatie in de eerste plaats, maar daarnaast ook op verdere bescherming, dus door het dragen van maskers en andere. En daarnaast zijn we dus ook zeer sterk bezig om onze capaciteiten dus verder af te bouwen op dit moment, maar nog altijd klaar te zijn om terug op te schalen, moest dat nodig blijven. En dus dat kan zijn dus dat we in de komende maanden bijvoorbeeld toch nog een vaccinatiecampagne zouden moeten opstarten en eventueel in de komende maanden of in het najaar een grotere vaccinatiecampagne, of moest er een sterkere variant terug opkomen, dat we dan ook terug onze test- en tracingcapaciteit terug zouden moeten kunnen opschalen. Dus dat zijn allemaal zaken waar we mee bezig zijn. Die plannen zijn allemaal een afwerking. Dus we hebben ondertussen al zeer sterk afgebouwd. Bijvoorbeeld op het niveau van ons callcenter zijn we al ongeveer naar de helft overgeschakeld, waar we vandaag nog 300 personen hebben die mensen opbellen en een 30-tal personen die op het terrein werken, waarbij de verdere plannen naar afschaling natuurlijk ook verder voorzien worden samen met die partners. Ook op het niveau van test en trace is er al heel veel actie ondernomen, waarbij dus de bestaande capaciteit al sterk is afgebouwd en waarbij de discussies nog lopende zijn dus om echt een heel aantal punten verder te gaan sluiten in de komende weken. En waarbij dus onze doelstelling is om een 3-tal centra toch nog open te houden op een zeer lage capaciteit, waarbij we dus test en vaccinatie verder gaan combineren. En waarbij die centra ook, moest het nodig zijn, dan zeer snel kunnen opschalen om terug meer test- en vaccinatiecapaciteit te kunnen aanbieden. En waarbij we ook kijken naar 1 of nog enkele centra die als het nodig is, die we dus sluiten, maar die als het nodig is terug heel snel kunnen gaan opendoen. En daarnaast proberen we vooral te kijken naar dus de medewerkers van de eerste lijn, met name dus de apothekers en de maison médicale en de huisartsen, die dus verder dus worden ingezet om verder te werken rond testing en ook vaccinatie meer en meer, om op die manier toch de nodige capaciteit ook dicht bij de burger te kunnen aanbieden bij vertrouwenspersonen die dus de bevolking nog altijd kunnen verder helpen met het verdere testen en vaccineren. Moest dat nodig zijn, en zeker op vaccinatie, waar we dus blijven denken dat het heel belangrijk is om daar toch ook nog altijd die service aan te bieden. En dus daarnaast kijken we ook verder van hoe dat we de verschillende zaken die we tijdens de crisis hebben kunnen opbouwen, dus met name de rol van de apothekers, van de huisartsen en zo verder, maar ook van bijvoorbeeld de RACs, de Relais Action Quartier, en ook de agent de prévention van de mutualiteit en zo verder. Hoe we die verschillende zaken, waarbij we dus echt wel hebben kunnen een band creëren met de bevolking en een betere toegang geven tot gezondheidszorg, hoe we die zaken verder kunnen bestendigen, ook naar de verdere preventie van en dus de toegang tot gezondheidszorg voor de ganse Brusselse bevolking. Ik ga er vandaag niet meer details over geven. Al die plannen zijn nog in verdere afwerking tegen volgende week. Het zou een beetje jammer zijn om aan jullie alle informatie te geven, terwijl dat de mensen die in die verschillende centra werken zelf nog niet allemaal op de hoogte zijn van wat er nu eigenlijk allemaal exact gaat gebeuren. Dus vandaar dat we nog een klein beetje geduld vragen. Volgende week zal iedereen ervan op de hoogte zijn en dan kunnen we u alles ook meer in detail vertellen tijdens het volgende perspunt van 22 maart. Un tout dernier point, pardon, sur donc on est passé donc de la crise Covid vers une nouvelle crise qui est quand même encore aussi d'une très grande ampleur, même avoir encore une plus grande ampleur, donc la guerre en Ukraine, où justement également donc à Bruxelles, on veut vraiment faire de notre mieux pour bien accueillir les gens d'un point de vue sanitaire pour nous, et donc où justement ça a été aussi convenu que les Ukrainiens vont avoir le même accès donc à tous les dispositifs nécessaires donc pour les tests, trace et la vaccination dans notre regio. En nog een laatste puntje over Oekraïne. Dus we zijn de COVID-crisis nog niet uit, maar er zal een nieuwe
En misschien nog grotere crisis die zich aankondigt met de oorlog in Oekraïne. En waarbij dus ook beslist is om dus de Oekraïners zo goed mogelijk te ontvangen. En voor wat ons betreft dus ook vanuit sanitair standpunt dat we alles gaan mogelijk maken om die mensen ook zo goed mogelijk op te vangen. En waar er een nood of een vraag is aan test, trace en vaccinatie, dat we daar ook alles voor in het werk stellen om dat zo vlot mogelijk te laten verlopen. Je vous remercie pour l'attention et je ne sais pas s'il y a des questions. Maxime. Oui, bonjour. Parmi les questions que j'avais, par exemple, on sait qu'en juin, juillet, même si tout se passe bien, il va y avoir de nouveau une demande de test puisque beaucoup de gens qui voudront partir en vacances auront besoin d'un test. Ça, c'est dans vos scénarios aussi. Et ce sera via les pharmacies alors non, vous allez peut-être garder même des centres, si j'ai bien entendu ce que vous disiez. Vous Ben, pensez il y à ça a, ou pas? Je ne sais pas. ouais, donc il y a premièrement, donc qui est-ce qui devrait être testé pour quel type de voyage et tout, ce sont des choses qui doivent encore se clarifier, je pense. Mais en effet, donc on prévoit en tout cas qu'on peut réactiver tout ce qui est nécessaire. Et donc en premier lieu, ce sera via la pharmacie et également les labos privés qui vont aussi toujours jouer un rôle dans ça, qui reste la voie privilégiée pour ça. Et à côté de ça, donc on va garder une capacité minimale de tests et de vaccins et si nécessaire, justement, avoir le potentiel de faire un upscale rapide dans le cas que c'est vraiment nécessaire. Mais donc, d'abord, c'est basé sur les dispositifs qui sont là, notamment ici, dans ce cas-ci, les labos privés et les pharmacies. Ok, et alors, je sais pas si on le sait, mais est-ce que pour le moment on teste les symptomatiques? Ça a tellement changé que je ne retiens plus tout moi-même, mais est-ce que ça va changer avec la CIM de demain ou on va rester plutôt dans toujours j'ai des symptômes, je continue à aller me faire tester malgré tout? C'est pas parce qu'on est en code jaune que ça change, ça aussi, ça va changer aussi. Il y aura moins de raisons d'aller se faire tester, je ne sais pas. Ben, ce que je peux dire, c'est qu'on va de plus en plus aller vers une autogestion, donc justement des différentes personnes dans l'état actuel des choses. Et le reste va être détaillé demain. Je pense que ce serait trop tôt que si je vais tout dévoiler. Je pense pas que ce serait bien. On peut pas dire, ok. Détail. Demain. Mais donc évidemment, alors ça veut dire que le tracing aussi, ça va être mis en veille, on est d'accord, hein, c'est vers ça qu'on va Oui, pour être donc prêt au cas voilà, où. oui, tout à fait. Donc, il y a une grande adaptation quand même qui va également se mettre en place petit à petit, je pense. Et j'ai vu que la plateforme pour les rendez-vous QVAX, elle n'existe plus. Bruvax, est-ce que ça va être désactivé aussi ou pour le moment ça reste possible sans Oui, problème? ouais, c'est ça. Donc, nous, on veut vraiment continuer, donc quand même à offrir la possibilité de se faire vacciner, certainement pour la population vulnérable en primo-vaccination, hein. Et donc, on va continuer encore à mettre à disposition alors Bruvax. À côté de ça, donc, il y aurait de plus en plus aussi des pharmacies, hein. On a les pharma en tour, maintenant prochainement aussi des pharmacies qui peuvent vacciner eux-mêmes. Et donc, là aussi, il y a une autre plateforme qui est mise en place par eux, qui pourrait être utilisée pour des rendez-vous. Mais donc, pour les centres qui resteront ouverts, on va encore continuer à prévoir son rendez-vous avec rendez-vous pour le moment. Et alors, je ne sais pas si c'est aussi pour demain et que je suis trop impatient comme d'habitude, mais les tests PCR vont-ils devenir payants pour les gens puisque, ou pas? Pas pour les voyages, hein, je veux dire, puisque est-ce qu'ils seront encore remboursés par l'INAMI une fois qu'on sera plus dans la phase fédérale de crise? Il me semble que c'était lié à ça, donc je ne sais pas si ça va encore être le cas. Ou est-ce qu'on va devoir payer pour aller faire son test bientôt? Mais je pense que la logique reste que quand il y a entre guillemets, une raison épidémiologique pour se Grave, faire hein. tester, qu'il s'est demandé, entre guillemets, pour cette raison-là, par le gouvernement, que normalement, les tests vont être toujours remboursés. Je parle avec deux mots parce que voilà. Ouais, je comprends. Ça va, mais c'est parce que ça va pas revenir aux régions finalement. J'arrive pas à comprendre moi la fin de la phase fédérale. Qu'est-ce qui vous retombe dessus concrètement par rapport à avant? Rien. C'est pas vous qui allez payer maintenant les tests. Ben, Aussi. bon, là aussi, voilà, disons que pas tout est clarifié. Ok. Donc, moi, je parlais d'un point de vue citoyen. Mhm. Et donc, les autres choses, voilà, sont en clarification, disons comme ça. D'accord.
Bon, ben, je patiente alors. Et een Hm. beetje geduld. I'm sorry, Boo. Ouais, Bram. Ja, hallo, goedemorgen. Een vraagje in verband met Novavax. U zei dat dat vooral is voor mensen die een allergische reactie hebben gedaan, of mensen die via gespecialiseerde centra zijn doorverwezen. Wat bedoelt u met die gespecialiseerde centra? Ja, het is zo dus dat mensen die... dus dat is eigenlijk in het begin van de campagne al geweest, dat er enkele duizenden mensen voor België, die echt allergisch zijn aan bepaalde componenten van het RNA-vaccin, dat die een attest konden krijgen via een allergologisch centrum, om dus dat ze echt niet konden gevaccineerd worden. En die personen worden nu uitgenodigd door diezelfde allergologische centra om zich te laten vaccineren. Door het vaccin. Maar dat gaat voor Brussel voor een paar honderd personen en voor gans België voor een paar duizend personen. Oké. Wat is het aandeel bij de eerste prikken? Wat is het aandeel van Novavax op dit moment? Ja, je moet dat, denk dat je pas van donderdag kan vergelijken dan neem ik Ja, aan. c'est ça. Dus ja, vorige week waren er een beetje minder dan 1000 prikken en dus een 90-80 Novavax-vaccin. Dus wel een stukje, maar zeker niet alles. Dus nog een klein percentage. Maar het exact percentage heb ik niet, maar ik denk dat we dat beter volgende week kunnen geven. Oké. De R-waarde die op 0,91 staat, is voor Brussel dan? Ja, dat is voor Brussel en die is lager dan het gemiddelde van België. Dus er zijn nog een paar provincies die ietsje lager zitten dan wij. Maar qua incidentie zelf zitten wij als laagste. Dus eigenlijk geeft die R-waarde meer een evolutie aan van het aantal, de snelheid eigenlijk waarmee personen nog andere personen infecteren. Er is nog altijd minder dan één andere persoon die door één persoon geïnfecteerd wordt. Dus het is nog altijd een daling. Maar dus de snelheid van de daling is wel afgenomen. Wat ook logisch is, omdat we echt ook wel op vrij lage circulatie ook op dit moment zitten. Nog een laatste vraag. U zei ook daarnet dat men in apotheken zal kunnen laten vaccineren. Is het dan, kun je kiezen als burger of is het echt wel van mensen niet tot bij het vaccinatiecentrum geraken? Of hoe moet ik dat zien? Het is hetzelfde als vandaag eigenlijk. Dus waar wij zeggen, we hebben onze verschillende vaccinatiepunten en de burger heeft de keuze om naar een van die punten te gaan. We hebben vandaag een 25-tal apothekers waar we dus Pharma on Tour hebben, dus waar dokters gaan vaccineren in die apothekers. Vanaf, normaal gezien vandaag of morgen, zou dat ook mogelijk moeten kunnen zijn door apothekers zelf, waarbij we dus eerst een piloot gaan doen om te kijken weer opnieuw hoe goed dat werkt en zo verder, en dan eventueel verder uit te breiden. Maar dus dat blijft ook de keuze van de burger om dan te kijken, ga ik nu naar apotheker, naar een maison médicale, naar mijn huisarts of naar een centrum om mij te laten vaccineren. Maar het is wel naar die werking dat we aan het toe evolueren zijn. Dus waarbij alle andere lokale punten eigenlijk worden afgebouwd en stilletjes aan worden gesloten. En dat dan eigenlijk hetgeen is dat overblijft. Naast dus een paar centra die op een heel laag kaputje gaan werken. Dus de eerste lijn dan. En dan ook natuurlijk onze werking voor zeer specifieke groepen, waarbij dus thuisverpleegkundigen naar bepaalde precaire populaties gaan om te vaccineren, wat natuurlijk ook wel gaat blijven. En woonzorgcentra ook nog, blijft men ook verder prikken dan? Ja, absoluut. Dus via het domiciel en dus ook bijvoorbeeld bij de daklozen of andere sekswerkers. Waar ze zijn. Bij Fedasiel bijvoorbeeld ook blijven we ook elke week nog 2 dagen per week ook vaccineren en zo verder. Dus dat blijft ook gewoon doorlopen. En hoeveel apotheken doen nu mee in dit pilootproject? Nee, we zijn al met 25 apotheken bezig rond Pharma on Tour. En nu wordt er een kleine piloot opgezet rond te vaccineren met farmacies. Dat is te vroeg om daar alle details van te geven. Dus. Oké, dat is goed. Dank u wel alvast. Alsjeblieft. Voilà. Maxime, je pense que c'est une ancienne main encore. Oui, ok, voilà. Je pense alors qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour votre attention et une très belle journée à vous tous. Fijne dag verder. Tot ziens. Bedankt.